transports des Français, les avions et d'abord avec vous les trains. Bienvenue Jean-Baptiste Djebari, bonjour et merci d'être avec nous. Le mouvement des grévistes de la SNCF est en train de s'essouffler. On voit que les usagers, clients n'en peuvent plus et pourtant la grève continue. Est-ce que pour vous qui êtes le rapporteur en effet de la loi ferroviaire, il y a une perspective prochaine de retour à la normale ? La perspective, c'est le 7 mai, puisque le Premier ministre reçoit l'ensemble des organisations syndicales à cette occasion, et ça permettra de clore la première phase qui a vu effectivement le vote de la loi à une large majorité, dans laquelle loi on a inscrit les principales garanties sociales et on a inscrit les modalités sur l'ouverture à la concurrence, et à partir du 7 mai, on parlera de pacte d'entreprise, de conventions collectives et de stratégie pour le fret ferroviaire. C'est-à-dire que pour vous, le 7 mai, c'est la date miracle ? Le 7 mai, c'est la date de la deuxième phase de cette réforme qui doit effectivement... Mais la deuxième phase de la réforme, est-ce que c'est la deuxième phase pour les grèves ou le mouvement vers l'arrêt des grèves ? Moi, j'espère que c'est effectivement le mouvement vers l'arrêt des grèves, dans la mesure où, encore une fois, nous n'allons pas nous asseoir sur ce que nous avons voté en première lecture à l'Assemblée la semaine dernière. Pascal Pavageau, qui est le nouveau numéro 1 de Force ouvrière, réclame du gouvernement un moratoire. Quelle est votre réponse ? Non, pas de moratoire. Cette réforme, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour les cheminots. L'ouverture à la concurrence a été votée dans le quinquennat précédent. C'est une demande des régions. Et la situation de la SNCF, vous le savez, elle est très dégradée. Donc réforme nécessaire, pas de moratoire. En revanche, des points encore à discuter, notamment dans le cadre de la convention. Mais Pascal Pavageau dit on la reporte, alors que la CGT dit on la supprime, on l'annule la réforme. Oui, Pascal Pavageau a une approche très convergence des luttes, rapport de force, qui n'est pas notre méthode. Et ça va nous faire finir par regretter Jean-Claude Mailly, qui avait une approche assez constructive. Déjà, n'exagérez pas, mais enfin bon, c'est votre position. Et vous dites, la réforme, c'est la réforme, on l'applique. La réforme, c'est la réforme. On l'applique parce qu'elle est nécessaire. Et la CGT vous donne, et au gouvernement, 2 rendez-vous, le 3 mai, et dès demain, avec les défilés, etc., de syndicats divisés. Est-ce que la CGT de Philippe Martinez vous impressionne encore ? Non, nous, on discute avec eux. C'est toujours intéressant de discuter avec eux. En revanche, on a des vraies divergences qui sont de fond. Eux ne veulent pas de mise en concurrence, ne veulent pas de cette réforme. Nous, on dit que ce sont des piliers de notre action et donc ils ne sont pas discutables. En revanche, avec les syndicats dits progressistes, CFDT, UNSA, on a discuté pendant le projet de loi. Ils ont porté des propositions qu'on a intégrées dans la loi et on continuera évidemment à discuter de façon très constructive, j'espère. Mais puisque vous parlez de la CFDT, vous avez entendu peut-être Laurent Berger sur CNews et Europe 1 hier. Laurent Berger dit le gouvernement et la majorité donnent trop l'impression de mépriser ou de négliger les corps intermédiaires. Et vous donnez le sentiment avec le gouvernement d'avoir un Premier ministre boxeur qui a envie d'aller sur le ring et de se battre avec la CGT bloc contre bloc. Bah écoutez, depuis un mois, depuis le 1er mars, je discute quasiment tous les jours avec les syndicats, notamment les 2 que j'ai cités, et notamment la CFDT. Ce sont des partenaires importants pour la réforme et pour la suite de notre action gouvernementale et parlementaire. Donc évidemment, nous continuerons à discuter avec eux. Donc vous dites, le 7 mai, c'est le Premier ministre qui va conduire le bal social des négociations les plus importantes avec les syndicats des cheminots et les patrons des confédérations. La dette. Qu'est-ce qui va se passer sur la dette ? La dette, au 1er janvier 2020, nous allons installer la Société nationale de capitaux publics, donc la nouvelle SNCF. Elle ne pourra pas être endettée à 45 milliards d'euros comme c'est le cas aujourd'hui. Quel est le montant de la dette ? En gros, le montant approximatif, c'est environ 35 milliards d'euros à reprendre, d'après tous les calculs un peu convergents. 35. Donc, il faudra reprendre une partie tout de suite, et puis étaler une partie dans le temps de manière à éteindre cette dette. Soyons précis, 35, c'est plus 48. Non, alors 35 parce qu'il y a une partie de la dette logée dans la SNCF qui est soutenable et qui pourrait y rester. En revanche, environ 35, les experts s'accordent à peu près sur ce chiffre, ce sera la dette à reprendre, d'abord tout de suite et ensuite dans le temps, et c'est un chiffre considérable, c'est 1,5 point de PIB, donc ça ne se traite pas de façon légère. Mais vous dites bien, Jean-Baptiste, Djebari, au début, dès le début, il va y avoir par l'État, le gouvernement, une reprise de la dette. De quel montant à peu près ? C'est nécessaire parce qu'on ne peut pas créer une nouvelle structure juridique qui serait de fait en état de faillite. Donc le montant, je ne le connais pas. Le Premier ministre en parlera peut-être d'ailleurs le 7, puisqu'il y a une discussion sur le pacte d'entreprise et notamment sur la dette. Donc je pense qu'il y aura peut-être des annonces à faire à ce moment-là. Quoi, la moitié, le tiers ? Ça doit être dans ces eaux-là. Je pense qu'il faut que ça soit substantiel aussi pour qu'on soit crédible, non seulement pour la SNCF. C'est un gage de confiance pour la SNCF que de reprendre la dette. L'État s'engage dans la SNCF. Et puis sera aussi... Oui, pardon. Non, c'est aussi important pour les instances européennes, puisque nous allons discuter avec elles, notamment la Commission, pour des raisons de crédibilité. Donc la dette ne doit pas être un handicap au début de la future SNCF Absolument. Réformée. Elle doit conserver la structure, la nouvelle SNCF, toutes ses capacités d'investissement pour l'avenir. Ce matin, vous dites bien 35-40 milliards, et dès le début, entre 10... Je dis une partie substantielle. Une partie substantielle, mais dès le début. Dès le début, absolument. Et le reste
plutôt étalé par étapes avec un système un peu compliqué. Et les syndicats réclament aussi des garanties à travers la convention collective. Est-ce qu'ils les auront ? Alors, on a inscrit des principes dans la loi qui sont forts, garantie de la retraite, de la rémunération, de l'emploi pour les pour les cheminots qui sont au statut actuellement, et on va continuer à discuter sur la convention collective, notamment sur l'application du volontariat, et ça, c'est les objets de la discussion qui commence le 7 et qui vont se poursuivre jusque pendant l'été. Alors, Clélie disait tout à l'heure que vous êtes un rapporteur de la loi ferroviaire, mais vous êtes un marcheur. Vous êtes élu avec le parti En Marche qui est dirigé aujourd'hui par Christophe Castagnère. Est-ce que vous entendez la plainte et l'exaspération des riverains à Paris avec la montée massive des migrants qui viennent soit d'Afrique, soit d'Afghanistan et qui se retrouvent dans le 18e et le 19e à Paris? Non seulement on entend la plainte, mais on a pris une loi, on a voté une loi la semaine dernière pour en partie y répondre. Après, la situation parisienne, elle est compliquée parce que vous savez que notamment dans le camp de la Villette, vous avez un certain nombre de migrants qui ne souhaitent pas qu'on contrôle leur statut administratif parce qu'aussi ils espèrent rejoindre Calais et plus tard l'Angleterre. Donc c'est un sujet très complexe. Et puis par ailleurs, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a annoncé effectivement vouloir traiter ce cas-là, à ma connaissance, n'a pas fait de demande à l'État pour évacuer. Mais alors qui doit bouger, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, ou la maire de Paris? Sa responsabilité de saisir le tribunal administratif de Paris si elle souhaite l'évacuation, ce qu'elle n'a pas fait pour l'instant. Donc ce matin, vous faites un appel à Madame Hidalgo. C'est sa responsabilité politique, ce n'est pas un appel. Je constate juste que l'État, qui est prêt à agir, n'a pas reçu de Madame Hidalgo la moindre demande à ce sujet. Vous, c'est, je l'ai dit et répété, la SNCF. Mais en même temps, les transports, vous occupez peut-être des transports, il y a les grèves d'Air France. Et si je me rappelle bien, vous avez été, j'ai lu ça, pilote, c'est ça? Alors, aujourd'hui, les personnels d'Air France, tous les personnels sont en train de voter jusqu'au 4 mai. Est-ce que, comme Laurent Berger, vous encouragez les personnels à dire oui à la politique, à la stratégie de Jean-Marc Janaillac, le président d'Air France? Moi, ce que j'observe sur ce sujet, c'est que les pilotes, effectivement, et les personnels d'Air France dans leur majorité, disent « nous avons subi un gel des salaires depuis 2011 ». Et c'est vrai. Et nous avons fait des efforts de productivité, et c'est vrai. Jean-Marc Janaillac dit « nous avons une situation qui est fragile dans l'entreprise, et quand on compare les résultats du groupe KLM, qui est un tiers de fois plus petit, c'est vrai que Air France, pour l'instant, fait quasiment 500 millions de bénéfices sur les 1,5 milliard du groupe Air France. KLM est en train de protester. Absolument. Et donc, la situation économique d'Air France paraît fragile, et je constate que Jean-Marc Janaillac, qui s'en remet à la démocratie directe dans l'entreprise, après avoir négocié et constaté que ses propositions n'étaient pas entendues, s'en remet effectivement. D'accord, mais quelle est votre position? Ma position, c'est que je soutiens Jean-Marc Janaillac, qui a finalement le courage de s'en remettre à l'avis, à la consultation des premiers concernés sur ce sujet important. Jean-Baptiste Desbarry, merci d'être venu pour parler de la SNCF, des trains, et vous avez donné 2-3 informations importantes sur le moratoire et la dette.